Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Charlotte Delot, la directrice générale de Razorfish France. Elle viendra nous présenter les résultats du baromètre de l'éco-conception digitale qui classe les sites web en fonction de leur performance environnementale et qui intègre pour la première fois les intelligences artificielles génératives. Dans notre débat à l'occasion du salon Marjolaine, on va se demander comment se porte la filière bio. Les consommateurs reviennent-ils vers ces produits après 2 années d'inflation? En réponse juste après ce sommaire. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Flycup et ses emballages, des emballages innovants et durables. Numérique, bio, emballage, 3 univers, 30 minutes pour les décortiquer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Charlotte Delot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes directrice générale de Razorfish France. En quelques mots, Razorfish, vous nous rappelez Razorfish, on fabrique des stratégies et des plateformes digitales pour nos clients. Donc nos clients qui font des chaussures, des contrats d'assurance, plein de choses. Notre métier, c'est de fabriquer des plateformes digitales, entre autres choses. Et on fait partie du groupe Publicis. Oui. Et il y a ce collectif d'experts qui s'appelle Green IT qui publie comme chaque année son baromètre de l'éco-conception digitale. Classement des sites web et qui utilise votre Razoscan. Alors, ce classement, on peut dire en quelques mots ce qu'est le Razoscan, et puis ce classement, comment il est effectué? Exactement. Alors, c'est une idée de Razorfish. On a été chercher Green IT pour fabriquer ce baromètre, parce que Green IT propose l'algorithme de référence du marché, pas qu'en France, même en Europe, pour mesurer ce qu'on n'arrivait pas encore à mesurer il y a 5-10 ans, c'est-à-dire l'impact environnemental ou les impacts environnementaux des interfaces digitales. Donc, on a fabriqué cet outil qui permet de mesurer à l'échelle, c'est-à-dire plusieurs sites web, plusieurs pages, et donc fabriquer des baromètres. Le Razoscan, c'est l'outil qui embarque, c'est un peu technique, l'éco-index de Green IT. Donc, c'est un partenariat d'égal à égal qui nous permet d'aujourd'hui de mesurer. Avec une nouveauté cette année, pour la première fois, les intelligences artificielles génératives sont testées. J'imagine qu'il y avait une attente assez forte pour savoir quel est leur bilan carbone. Déjà, est-ce que c'est plus difficile ou pas d'évaluer l'impact de ces IA génératives? Est-ce qu'il y a autant de données disponibles? Comment vous avez fait? Alors, c'est pas plus difficile, c'est juste que c'est partiel. Et donc, on est tenté de ne pas le faire, puisque mesurer seulement les interfaces, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est le tip of the iceberg, donc tout le monde dit, y compris les journalistes, et je les comprends. Bon, à quoi ça sert? Alors qu'en fait, il nous faudrait, et aujourd'hui c'est dans une black box, les données ne sont pas accessibles, mesurer les data centers et leurs impacts environnementaux. Donc nous, on a mesuré que le tip of the iceberg, et il faut bien commencer quelque part. Et on se rend compte qu'en mesurant seulement la partie émergée, il y a déjà énormément d'impacts environnementaux. Donc, ce qu'on a dévoilé comme étant les impacts sont déjà mouse, si je puis dire, quand bien même c'est partiel. Voilà. Il y a des IA génératives, texte et images. On va simplifier. Intuitivement, je vais dire celles qui ne sont que sur le texte. Coûtent moins cher à l'environnement. Oui. Bon. Ok, là je ne me suis pas planté. Voilà. Mais ça dépend du nombre de prompts? Ça dépend du nombre. La façon dont elle les utilise? Exactement. C'est-à-dire que le Razoscan permet de classer de A à G comme un Nutri-Score. Voilà. Et donc quand on lance l'interface de Mistral ou de ChatGPT, déjà on a une note de C, ce qui est la moyenne. Donc déjà, ça consomme. Et puis ensuite, au bout de 1 prompt ou de 5 prompts, effectivement, la note descend drastiquement. D'accord. Donc mieux on utilise, plus on est précis dans la question qu'on va poser à son IA générative, moins on va consommer. Les IA d'images, à l'inverse, elles sont moins bien notées, elles consomment beaucoup plus. Elles sont moins bien notées, effectivement, elles consomment beaucoup plus. Et on pourrait se dire, en fait, pour un même service rendu, pareil pour le texte, pour un même service rendu, elles coûtent pareil. En fait, non. Il y a déjà dans les interfaces et au bout de 5 prompts, énormément de différences entre les interfaces. Entre un Midjourney et un DALL-E, il y a des différences. Donc c'est important aussi d'avoir conscience, si on veut un peu jouer à notre échelle et économiser, parce que sur des millions et des millions d'utilisateurs, ça compte énormément. C'est important aussi d'avoir conscience qu'il y en a qui coûtent plus cher à l'environnement. Et alors, si on compare, moi, soit j'utilise un moteur de recherche classique, soit j'utilise une IA générative pour une demande pas d'image, de texte, d'infos, etc. Je vais plus consommer avec une IA ou pas? Oui. D'accord. Oui, clairement. Très clairement. Clairement, on sait aujourd'hui que la consommation d'électricité
explose. Et c'est en grande partie dû à nos usages numériques. Je parle vraiment au niveau mondial. Ouais. Et c'est notamment dû aux IA qui consomment énormément d'électricité et notamment les data centers et les méthodes de calcul qui les permettent. On voit aujourd'hui que les GAFAM, qui beaucoup fabriquent les IA, ou OpenAI, ont besoin maintenant de l'énergie nucléaire, des énergies renouvelables. Et il y a une bataille pour s'accaparer la ressource électricité. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est hyper important de se dire quel choix je fais pour mon usage quotidien. Est-ce que j'utilise Google quand c'est accessible sur Google, ou est-ce que j'ai besoin vraiment d'avoir l'intelligence et la puissance des IA pour faire ce que j'ai à faire? Je reviens à ce que vous venez de dire sur le nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les GAFAM, les gens d'Internet, ils sont en train de développer toute la technologie des mini-réacteurs dont on parle beaucoup. Exactement. C'est-à-dire qu'ils créent... À quoi ça va ressembler, quoi? Un data center des GAFAM ou d'OpenAI peut-être d'ailleurs à quoi ça ressemble déjà. Je ne sais pas où on en est. Déjà, c'est énorme. Il y a deux choses dont ils ont besoin. C'est de l'eau. Il faut savoir que Microsoft, en une année, a consommé plus de 20% d'eau. D'accord, et pareil pour les gaz à effet de serre. Donc, ils sont loin d'arriver à tenir leurs engagements de zéro carbone à 2030 ou 2050. Donc, le bilan des GAFAM, bilan carbone, est en train de dégringoler. De dégringoler ou d'exploser. Enfin, en tout cas, ça dépend dans quel temps. La consommation explose. La consommation explose, parce que nos usages explosent. Mais c'est pareil pour tous ceux qui développent des IA, indépendamment des GAFAM. Là, c'est parce que tout le monde les connaît. C'est pareil pour n'importe quelle entreprise. Oui, d'accord. Et donc, effectivement, ils deviennent des stratèges des énergéticiens. Et donc, ils font appel à l'énergie nucléaire, notamment aux États-Unis, qui n'étaient pas une puissance nucléaire a priori. Ils font appel à ces mini-réacteurs qui pluguent directement, qui branchent directement à leur data center. Et ça, c'est une nouveauté. Si on sort des IA génératives, même si ça ouvre quand même un débat qui est passionnant, sur nos usages également. Sur les sites web des grandes entreprises françaises, vous avez gardé aussi ce classement qui est très attendu et qui est intéressant. Oui, c'est moins sexy, si je puis dire, mais en même temps, c'est important. On teste chaque année les 80 sites qui font l'économie française, c'est-à-dire le CAC 40, les sites corporels du CAC 40, et les 40 sites e-commerce utilisés le plus par les Français. Et ce qu'on remarque, donc ça fait 3 ans qu'on fait ça avec Green IT, et on remarque qu'il y avait une amélioration, notamment des sites du CAC 40, depuis 2 ans, et que là, à la défaveur de la crise, il y a une stagnation des efforts sur l'éco-conception digitale. Ça, c'est pour la partie CAC 40. Sur la partie e-commerce, on n'est pas du tout dans la compréhension de l'éco-conception digitale. En tout cas, la mesure n'est pas prise. Ils ont une note moyenne de F, ce qui pour tout le secteur. Pour tout le secteur. Donc, c'est catastrophique parce que je pense que ça participe d'un impensé, en fait. Et je pense que les e-commerçants ne considèrent pas l'éco-conception digitale comme étant leur priorité. On peut le comprendre. Et comme ils ont leur propre Digital Factory, en général, ils n'intègrent pas cette contrainte. Alors que ça ne coûterait pas plus cher d'éco-concevoir, et ça a des impacts en termes de millions de litres d'eau, en termes de millions de kilos équivalents. On va rentrer dans ce détail, parce que si effectivement on parle d'un site de e-commerce, moi je vais penser logistique. Et c'est peut-être, pour en avoir reçu plusieurs, le premier effort qui est fait. Ils vont se dire comment arrêter de transporter du vide, comment faire en sorte d'avoir des cartons les plus... comment mettre moins de camions sur les routes. Ils peuvent faire baisser leur impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre d'une façon importante en s'intéressant à cette question de l'éco-conception de leur site. C'est absolument massif. Les e-commerçants, par définition, c'est du digital et en effet de la logistique. Donc, j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de la logistique, mais en tout cas... il y a un levier d'économie. Il y a un levier formidable, et ça se compte, encore une fois, en millions de baignoires et en millions de gaz. Parce qu'ils vont faire moins tourner de data center, juste pour bien comprendre la mécanique. Une page de e-commerce, que je prenne un billet de train ou que j'achète des chaussures, une page en tant que telle, ça coûte pas cher à l'environnement. Ce qui coûte cher, c'est le million de personnes qui vont aller sur cette page et puis faire un parcours d'achat. Donc, ce parcours-là est très consommateur
en énergie. Et donc ne rien faire parce que on pense que le digital c'est virtuel et que ça coûte pas cher à l'environnement. En fait, c'est hyper polluant et ça aurait un impact massif si tout le monde faisait un tout petit peu gaffe à la façon dont ils conçoivent leur site web. Alors comment on fait baisser l'impact carbone d'un site web de e-commerce? Alors on s'approprie les bonnes pratiques. Franchement, c'est hyper simple. La difficulté, c'est pas de éco-concevoir. Il suffit qu'un UX, un UI, c'est tous les métiers qui fabriquent, les techs éco-conçoivent. Mais après, que quand on contribue, c'est-à-dire que quand on fait évoluer un site web, on continue dans cette démarche vertueuse de bonnes pratiques. C'est juste qu'avant, on disait, on faisait comme ci, maintenant il faut faire comme ça. Mais c'est pas coûteux. Donc ça procède surtout d'un change management dans les entreprises pour aligner tous les métiers, pour qu'ils changent leur façon de fabriquer. Mais en fait, c'est assez simple. C'est moins sexy un site éco-conçu. J'entends souvent cette réaction-là. Je vous mets au défi de savoir la différence. En fait, ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Si vous allez sur la homepage de ArcelorMittal, je permets de le citer parce que c'est le premier du baromètre du CAC 40. Ils sont là. Alors, je vais citer les trois. ArcelorMittal, le groupe immobilier Unibail Rodamco Westfield et Essilor Luxottica. Et vous en prenez un autre du CAC 40, je pense que vous ne feriez pas la différence. Vraiment, donc ça ne se voit pas. Et donc, c'est un arbitrage à faire. Et puis, c'est le nombre de requêtes. Enfin bref, c'est plein de choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Donc, en fait, nous, quand on fabrique des sites web, on a une démarche de simplicité du code. Le code, c'est la ligne qu'on fait. On peut faire des lignes longues ou des lignes courtes pour arriver plus rapidement à son objectif ou à sa requête. Mais en fait, ça se fait sans que le site web soit dégradé esthétiquement. Il y a un dernier élément qui, moi, m'énerve beaucoup quand je vais sur un site, alors particulièrement sur des réseaux sociaux, même si j'y suis de moins en moins, c'est les vidéos qui se déclenchent toutes seules. Débile. Complètement débile. Donc ça, il faut arrêter ce truc-là. Et de même qu'on parle même plus largement de lazy loading, donc téléchargement paresseux. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire télécharger sa page intégralement. Il faut ne faire télécharger que 50% de la page. En général, c'est ce qu'on voit. Donc, ce qui se passe à l'écran. Et donc, en faisant ça, on économise aussi drastiquement les impacts environnementaux. Il y a plein de choses à faire. Il faut juste faire un peu de plaidoyer. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Publicis. Et c'est ce que vous venez de faire ici sur ce plateau. Merci beaucoup de votre invitation. Charlotte Delot, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le marché du bio en question. C'est le débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Ondine Prouveau, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice du salon Marjolaine. Adriano Farano, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le fondateur de Panevivo, salon Marjolaine qui se tient jusqu'au 11 novembre au Parc Floral de Paris. On peut dire que c'est un cadre en pleine forme, en quelque sorte. En pleine forme, effectivement. Je vous confirme. De 48e édition, à peu près 400 exposants, 60 000 visiteurs attendus. On a ouvert donc le 6 novembre, une très belle première journée. Et on est là, donc, comme vous le dites, jusqu'au 11 novembre, tout à fait. Avec quelle mission? C'est un peu le salon du bio, si je dis ça, c'est réducteur. Comment vous le présentez, vous? Non, c'est pas réducteur, c'est le salon de la bio, mais c'est aussi le moment où de nombreux consommateurs engagés, sensibilisés à l'écologie, viennent rencontrer les producteurs, les artisans sont ravis d'échanger avec eux, de découvrir leurs produits, d'acheter, parce que c'est un salon dédié aussi à l'achat. Et donc c'est un moment très convivial et vraiment très intéressant d'échange, de partage et de découverte. Et d'innovation, on y reviendra peut-être, parce que c'est aussi pour ça souvent qu'on va au salon Marjolaine, pour voir un peu ce qui s'invente, ce qui se crée. Des innovations, on va en parler aussi avec vous d'ailleurs, Adriano Farano, mais je veux bien que vous nous présentiez votre entreprise pour commencer. Vous faites du pain, ça déjà, je suis pas trop à côté de la plaque. Et pas n'importe lequel. Oui. Voilà, regardez qu'est-ce qu'il est beau. C'est vrai, il est beau, il doit être très bon. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Bon. Ce qu'il y a de particulier, c'est un peu le résultat d'une reconversion. Moi, j'étais journaliste avant, comme vous. Donc peut-être un jour, vous serez... Oui, l'important, c'est d'en sortir. C'est ça. Là, j'essaie j'essaie de sortir du pétrin, de la boulangerie en général, qui, depuis des décennies, est empêtrée véritablement dans un procédé d'industrialisation caché. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une boulangerie artisanale, vous avez le mot artisanal, vous dites, ça y est,
c'est bon, c'est du pain artisanal. Eh ben non, parce que par exemple, vous allez avoir des blés modernes qui ont été trafiqués, une mouture au cylindre métallique qui va appauvrir toutes les qualités nutritionnelles du blé, et surtout de la levure de boulanger qui va en fait tuer dans l'os la fermentation naturelle. Donc résultat, vous avez par exemple le pain complet, son indice glycémique est supérieur à celui du Coca-Cola. Le pain complet, imaginez la baguette, on ne va pas tirer sur la Croix-Rouge. Et donc, attendez, quand je mange ces pains-là, c'est le même effet que si je buvais un soda, quoi. C'est un peu pire d'un point de vue de l'indice glycémique, évidemment, pas du point de vue du sucre, etc. C'est pas une pub pour le coca. Mais c'est quand même incroyable, alors que le pain était pendant des siècles le centre de notre culture, de notre civilisation, même le côté rassasiant du pain, c'est fondamental. Et bien là, non, là, on va nous donner un pain qui, en fait, ne nous rassasie pas. Donc, nous, avec vous aviez fait une enquête avec un livre, vous l'avez ici. J'ai écrit ce livre, je ne mangerai pas de ce pain-là. Ça, c'est le résultat d'une enquête qui démontre que finalement, le pain industriel, il est partout, même dans les boulangeries, je mets des guillemets, artisanales. Voilà. Et ce n'est pas la faute des boulangers, c'est la faute vraiment du système. Alors, pour rentrer dans le sujet de la bio, vous avez vous en êtes sorti? Alors, moi, j'en suis sorti donc en trouvant une solution, c'est-à-dire en allant chercher en Sicile un blé ancien, un blé dur. Pourquoi en Sicile? Parce qu'on a pris les 35 variétés les plus cultivées de blé ancien, en France et en Italie. On a vu qu'il n'y avait plus qu'une seule, en Sicile donc, dont le gluten s'est dégradé complètement et qui en plus allait donner un pain à indice glycémique faible et qui se garde au passage au moins 10 jours. Donc la bio par exemple, parce que c'est le sujet, vous avez plein de boulangeries aujourd'hui qui vont vous vendre du pain bio, mais il est à base de blé moderne trafiqué, qui sont parfaitement bio. Et donc là, le sujet, c'est quoi aussi avec le salon Marjolaine? C'est qu'en fait, vous avez bio et bio. Vous avez la bio industrielle et vous pouvez retrouver justement dans la plupart des boulangeries artisanales, mais pour tous les autres produits, dans beaucoup de supermarchés et d'hypermarchés aussi aujourd'hui. Et puis vous avez un peu la bio rebelle, la bio différente, la bio à petite échelle, où vous allez pouvoir, donc pendant le salon Marjolaine, rencontrer des gens, des producteurs qui ont changé leur vie, qui essayent de changer celle des autres avec des bons produits. Alors, est-ce que ça veut dire, Ondine Prouveau, que small is beautiful dans le bio? Oui. On peut dire ça. Et puis, je peux vous garantir qu'ils sont tous aussi passionnés qu'Adriano, nos exposants. Small is beautiful simplement parce que y a toujours cette envie de vouloir expérimenter, d'aller plus loin, d'être le plus, je dirais, vraiment être authentique, merci. Et cette recherche-là, elle est née dans la bio depuis toujours. Elle est à l'origine de beaucoup d'innovations, de beaucoup d'idées qui sont maintenant vraiment connues et acceptées du grand public, comme le zéro déchet, comme le fait de consommer local, de saison, etc. Tout ça vient de ces remises en question qu'on peut faire effectivement. Historiquement, Marjolaine est née avant même la première loi en France sur l'agriculture biologique. C'est-à-dire que c'était des véritables pionniers. À l'époque, ils n'avaient même pas le mot, en fait, d'une agriculture et d'un mode de production et de transformation respectueux de l'environnement et de l'humain. Oui, donc c'est vraiment ce qu'on peut trouver dans le cadre de ce salon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un état des lieux des filières bio en général et de la façon dont les consommateurs s'en sont quand même un peu détournés depuis 2 ans, mais ça revient peut-être. Juste un chiffre, le poids du bio dans le chiffre d'affaires de la grande distribution. 4,4% au 2e trimestre de cette année, 2024. C'était un petit peu mieux en 2023, c'était 4,7%. On en est où? Est-ce qu'on est sorti des 2 ans d'inflation et donc il y a un retour vers le bio? Comment vous l'analysez? Alors il y a une stagnation globale du marché de la consommation bio en France. Ça continue effectivement de diminuer en grande distribution, mais ça augmente en magasins spécialisés, plus 2,2% je crois, et il y a un vrai boom de la vente directe, plus 9% cette année. Donc en fait, les consommateurs en bio ont tendance à se détourner des achats de produits bio en grande distribution et se recentrent vers, effectivement, je dirais, une consommation, un lien plus direct avec les producteurs, d'où cet effet de consommation directe, d'achat direct auprès du producteur quand ils peuvent le faire, et peut-être davantage de confiance dans les magasins spécialisés où il y a quand même un accueil, du conseil, des explications qu'on ne trouve
pas forcément en grande surface. Et puis, effectivement, le local, le produit local ou le circuit court, ce qui n'est pas antinomique avec le bio d'ailleurs. Hein. On trouve souvent du bio qu'on peut consommer en circuit court. Au contraire, tout à fait. Et c'est ce qui explique aussi le fait que Marjolaine participe de ce mouvement de fond. On est là pour rencontrer, on est là pour qu'il y ait le moins d'intermédiaires. On est là pour comprendre, on est là pour poser toutes les questions qu'on veut. Et on est là pour entendre des histoires passionnantes. Oui. Voilà. Et si on se zoome un peu sur la boulangerie, je lisais en préparant l'émission que la boulangerie bio, ça représente 7% du marché total de la boulangerie. Sauf que vous nous avez dit en préambule, attention, parfois même quand on va acheter un pain bio, il sera toujours meilleur. Alors voilà, c'était la question que j'avais posée. C'est quand même un choix qu'on peut faire. Bien sûr, parce qu'il va respecter un cahier des charges. Donc parmi tous les labels qui existent, label rouge, etc., le label bio est le plus rassurant, demeure le plus rassurant pour le consommateur. Parce que, par exemple, vous n'allez pas retrouver du glyphosate, ce que vous retrouvez dans beaucoup de pains, donc surtout si vous achetez un pain complet, dont le son aura été préservé, et il ne faut surtout pas l'acheter en conventionnel parce que vous êtes sûr sinon de faire le plein de produits chimiques et de perturbateurs endocriniens dans votre corps. Donc, vive la bio de ce point de vue. Mais attention, parce que même dans les pains bio, vous avez très souvent des blés modernes qui sont cultivés en bio, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont modernes. Et donc, selon toutes les dernières études, notamment qui ont été faites à l'école de médecine de Harvard, aujourd'hui, le blé est devenu extrêmement pro-inflammatoire, sauf certaines rares exceptions, et c'est l'objet de ce que nous faisons chez Pane Vivo. Ouais, donc vous avez vraiment sélectionné. Quand vous dites qu'il n'y en a plus qu'un en Sicile, moi je me dis c'est pas possible, quoi. Il y a pas mal de par exemple, il y a des restaurateurs qui cherchent ça aussi, du blé ancien pour faire leur propre pain. Moi, je me suis rapproché des plus grands spécialistes. On est allé voir l'INRAE à Montpellier. Il y a une unité qui est spécialisée vraiment dans l'étude des blés anciens. J'ai expliqué mon projet. J'ai dit ce que je voulais faire, c'était un pain qui fasse du bien. Et on m'a dit, il faut que tu te concentres surtout sur les blés anciens, mais les blés durs anciens. Or, en France, des blés durs anciens, il n'y en a plus que très peu. Ils sont accaparés par l'industrie des pâtes. Parce qu'on dit on fait le pain avec le blé tendre, pas avec le blé dur, s'il vous plaît. Eh bien non, en fait, on peut le faire aussi avec le blé dur, mais même parmi les variétés de blé dur anciennes, elles ne sont pas toutes pareilles. Et donc, nous, on a choisi, on a vraiment tout analysé, on a trouvé la seule dont le gluten allait se dégrader. Et ensuite, on a confirmé ça par un questionnaire et un travail de recherche. Parce que moi, j'emploie aujourd'hui 5 boulangers et 2 chercheurs. Donc, une chercheuse qui est d'ailleurs la co-autrice de mon dernier livre. Alors, justement, j'allais vous en parler. Manger néolithique aux éditions Ulmer. Alors, je veux bien, moi, hein, je comprends le principe, mais ça veut dire quoi, manger néolithique? Pour se relier un peu à la bio, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un mouvement d'industrialisation qui a poussé beaucoup de consommateurs, si vous voulez, à l'extrême opposé. Ah oui, à manger ultra transformé. Alors, si vous voulez, vous avez de l'ultra transformé et après, vous avez les gens qui vont vraiment aller complètement de l'autre côté, des fois en se trompant et en éliminant produits après produits comme le gluten, comme le lactose, etc. Donc, on finit par, des fois, acheter non plus la présence de quelque chose, mais son absence. Au point que souvent, on va vous dire, moi, je mange le pain sans gluten. OK, et c'est à base de quoi? Je ne sais pas. Et la plupart des fois, ce sera une farine de riz ou une farine de maïs, ultra transformée, parce que pour que ça lève, il faut qu'ils mettent plein de cochonneries dedans, alors qu'on peut, en fait, revenir au vrai pain et au vrai blé, à condition d'être un petit peu innovant. Mais ce discours que nous, on a fait sur le pain, en fait, il vaut pour l'ensemble de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux sources de notre alimentation. Merci beaucoup. Manger néolithique, ça éveille ma curiosité, ça donne envie de savoir ce qu'il y a dans ce livre. La co-autrice, on va citer son nom? C'est Serena Pavoni, qui est une neuroscientifique spécialisée en nutrition. Eh ben voilà. Merci beaucoup et bon salon Marjolaine, donc jusqu'au 11 novembre au Parc Floral de Paris. Voilà, c'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Olivier Rousseau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de FlyCup, créé en 2019 avec quelle idée? Racontez-moi.
L'idée, comme beaucoup de startups, c'est venu d'une problématique personnelle qui m'était arrivée alors bien avant 2019, puisque je travaillais encore dans une entreprise à l'époque, et j'étais en train de profiter des concerts à mon tout premier festival. Et en profitant des concerts, au moment d'aller déjeuner, je me suis retrouvé avec la boisson, le sandwich, les frites dans les mains, et c'était impossible pour moi de manger de manière plutôt agréable, et surtout je loupais les concerts. Et donc je me suis dit que ce moment de consommation qui n'était pas très agréable, eh bien, il y avait des milliers de personnes qui le vivaient lors d'événements ou tout simplement lors de pause-déj. Et donc j'ai décidé de créer FlyCup avec l'objectif finalement de révolutionner, on va dire, l'expérience de consommation nomade, l'expérience de consommation en événement principalement, et ça de deux manières. D'abord en la rendant plus pratique, avec des produits que l'on peut du coup tenir à une main et donc avoir toujours une main libre pour profiter du moment et manger confortablement. Et aussi de manière durable, puisqu'on propose des solutions qui sont soit recyclables, soit réutilisables pour réduire le nombre de déchets en événement. Et ça, vous l'avez dès le départ quand vous le créez il y a 5 ans, vous dites qu'il faut aussi que nos produits soient les plus durables. Alors la première idée était d'améliorer l'expérience. Ça, c'était venu tout de suite. Et après, on était déjà dans un moment où moi, j'avais des convictions personnelles et aussi je sentais qu'il y avait ce sujet de l'éco-responsabilité qui allait arriver avec notamment la réduction des déchets qui était importante. Et donc je me suis dit, quitte à faire quelque chose de plus pratique, faisons aussi quelque chose de plus durable. Et vous continuez d'innover, de chercher, je sais pas, de nouveaux matériaux, de faire en sorte que vos emballages soient et l'impact carbone le plus faible possible? Oui, en fait, on a depuis le départ, on a cherché à réduire au maximum l'empreinte carbone. Aujourd'hui, comparativement à des emballages plus traditionnels, on réduit de 28% les émissions de carbone sur nos emballages. Donc ça, c'est top. Et là, cette année, on lance justement une gamme réutilisable. Donc l'objectif, c'est de proposer une alternative aux emballages plastiques à usage unique. Donc des FlyCups seront disponibles en format plastique réutilisable pour les proposer à chaque événement, les récupérer à chaque événement, les laver et les remettre au fur et à mesure. Vos clients, ce sont des organisateurs de concerts, de festivals ou des clubs sportifs, par exemple? Alors, c'est les trois. On a effectivement 90% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est réalisé dans l'événementiel sportif. Donc, on a à peu près 70% des clubs de Ligue 1, des clubs de Ligue 2. On a beaucoup de clubs de rugby aussi. On a eu la chance, et ça, c'était un peu la consécration, de faire les Jeux Olympiques cette année en 2024. Donc, superbe événement pour nous. Et au-delà de ces clubs ou de ces événements sportifs, on travaille beaucoup aussi avec les marques, puisque en fait les marques souhaitent utiliser nos outils comme des supports aussi de communication pour elles. Et donc on est souvent en relation avec des marques partenaires de ces événements. Un match de foot pro, c'est combien de tonnes de déchets? Je ne me rends pas compte de ce que ça peut provoquer. Il y a un chiffre qui est assez impactant. Ça nous est donné par l'association qui s'appelle Football Écologie France. Un match de foot, c'est 10 tonnes de déchets par match. Alors ça doit dépendre de la taille du stade, du nombre de spectateurs. En moyenne, 10 tonnes de déchets en France. En France. En moyenne, en France, c'est ça. Donc quand on fait le cumul de ces matchs sur l'année et de l'ensemble des clubs professionnels, on est à 10 000 tonnes de déchets à l'année. Donc c'est 5 piscines olympiques remplies de déchets à chaque fois. Donc c'est assez impactant. D'où l'importance du réemploi. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez pensé à cette nouvelle c'est exactement pour étape. ça. Il y a le Shift Project, qui est un think tank justement sur la réduction des émissions de carbone. Ils ont fait une étude sur le sport. Et ça s'appelle Décarbonons les stades et comment on peut justement réduire notre empreinte carbone et aider les clubs, les stades à se décarboner. Et il y a un chiffre aussi qui est très intéressant, c'est que 15% de l'émission de carbone d'un stade provient de l'alimentation. C'est le deuxième pilier le plus impactant pour un stade, pour un événement, lorsqu'il organise une compétition. Le premier, c'est le déplacement des supporters. C'est le transport, 60% des émissions de carbone. Le deuxième, c'est l'alimentation. Et donc, du coup, les déchets liés à l'alimentation. Et c'est effectivement pour cette raison-là qu'on souhaite apporter des solutions réutilisables pour permettre justement une consommation zéro déchet. Et donc, la liste des clubs pro, là, ou alors on fait ce qui manque, vos prochains clients? Alors il manque les clubs dans le Nord, Lens, Lille, etc. Mais on a la chance de travailler avec effectivement les clubs les plus importants en France. On a le Stade Rennais, parce que je viens de Rennes, donc forcément c'est un club important, mais on a le PSG, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais. Voilà, on a tous ces clubs-là. Les gros stades aussi, comme le Stade de France. Et un des objectifs de FlyCup, c'est de basculer à l'étranger. Et on commence justement avec un premier club à l'étranger à partir de ce week-end. C'est lequel? C'est en Italie.
Et donc c'est la Juventus de Turin. Ah ben voilà. Donc, club prestigieux, on est très content aussi. Bravo et merci d'être venu nous présenter Avec plaisir. Fly Cup. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.